Bruno Le Maire est aussi timbré que palmade en fin de soirée, l'affaire LFI, l'université de Lille et la question israélo-palestinienne, bref, une semaine complètement dingue et il est l'heure du 147e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver les copains pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Je vous le dis, d'entrée de jeu, un épisode qui s'annonce musclé façon La Fouine, nouvelle génération, complètement dingue, actualité complètement zinzin les amis. On va faire le tour de tout ça, de tout ce qui s'est passé ces 7 derniers jours. Mais avant tout, n'hésitez pas les amis, si vous le souhaitez, vous le savez, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Petit rappel pour faire suite à ce que je vous disais la semaine dernière, vous avez été nombreux à me dire qu'effectivement vous aviez été désabonné à la chaîne YouTube de Juste Milieu pour on ne sait quelle raison. Si j'étais complotiste, je dirais qu'il y a un mouvement contre les chaînes qui font autre chose que des tutos make-up et qui s'amusent un petit peu à enlever justement le maquillage du gouvernement. Mais non, je ne dirai jamais ça évidemment. Donc pour des raisons absolument liées au hasard, certains d'entre vous ont été désabonnés, donc n'hésitez pas à vérifier si tel est votre cas. C'est la dernière fois que je vous le dis, vous êtes prévenus. Et les amis, on va attaquer comme d'habitude, ou presque, avec le sondage, non pas de la semaine, mais du mois. Maintenant, ça va chier. Et oui les amis, c'est l'initiative Juste Milieu, vous le savez, depuis 10 jours maintenant, nous avons lancé le grand sondage citoyen pour les européennes 2024. Le principe est simple, l'Institut de sondage Juste Milieu a ouvert ses portes pour les élections européennes. 22 listes représentées, lien en description si vous voulez voter, voir les résultats qui sont mis à jour tous les 2-3 jours environ sur la page où vous avez toutes les listes qui sont recensées. On vous tient au courant, c'est l'Institut de sondage Juste Milieu, ça va durer jusqu'à fin mai, donc le tour en France sera le 9 juin, entre le 6 et le 9 juin dans toute l'Union européenne. On voit les grandes tendances. Actuellement, pour vous donner où on en est, au résultat, au 29 avril, l'UPR de François Asselineau est en tête avec 1461 votes, les Patriotes de Florent Philippot deuxième avec 1225 votes, le RN est troisième avec 207 votes, LFI quatrième avec 203 votes, c'est très serré, et Reconquête est cinquième avec 186 votes. Vous avez les résultats qui s'affichent ici, lien en description pour voter, participer, et n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, parce que, après tout, notre sondage est mal calibré, il n'y a pas la méthode des échantillons et tout ça, mais quitte à avoir des résultats de sondage pas très sérieux, autant le faire nous-mêmes. Ouais, c'est pas faux. On va attaquer les amis, mais avant ça, une petite annonce pour vous dire tout le bonheur qui m'envahit actuellement à quelques jours du début de la tournée du spectacle Zinzin, mon premier spectacle, les amis. J'ai hâte de venir vous rencontrer à travers toute la France. On va commencer déjà en Suisse le 4 mai à Lausanne, date complète. Ensuite, on va se retrouver à Dijon le 11 mai. C'est complet également le samedi 11 mai. Du coup, on a doublé. Donc, je vous donne rendez-vous le dimanche 12 mai à 19 h au Darcy Comédie, les amis. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas parce que là, on s'en rapproche. Là, on se rapproche des dates. Après, c'est trop tard. Enfin, une fois que la date est passée, tu peux venir. Mais c'est autre chose. C'est d'autres gens, tout ça. Donc, voilà les amis. Lien en description pour prendre vos places. C'est que le début de l'aventure. J'ai hâte de vous rencontrer. Alors on va y aller avec toutes les actualités les amis, une semaine complètement déjantée, et c'est bien sûr l'affaire Sciences Po qui occupe tous les esprits. Alors vous avez suivi le contexte, des étudiants ont bloqué l'école Sciences Po Paris en soutien à la Palestine, dans une situation où finalement tout le monde est dans son rôle. On va décrypter un petit peu tout ça. Alors d'abord il faut rappeler le contexte international que vous connaissez comme moi, un drame humanitaire terrible filmé en direct à la télévision avec une mobilisation dans des universités à travers le monde. Sciences Po s'inscrit dans un mouvement que l'on peut rencontrer aux États-Unis, évidemment, avec de grandes universités comme Columbia, par exemple, ou Stanford, mais vous avez également en Italie, en Suisse également, des universités qui commencent à être bloquées par des étudiants qui manifestent en soutien à la Palestine, et pour beaucoup d'entre eux qui manifestent pour la paix et le cessez-le-feu. Alors, bien évidemment, je vous disais, tout le monde est dans son rôle, on est dans la caricature du débat. C'est-à-dire que le moindre étudiant, même les plus pacifistes, sont présentés comme des islamo-gauchistes, bien que dans le lot, effectivement, il y en ait, mais comme d'hab, c'est une question de nuance, comme dans tout mouvement. Et le gouvernement, par exemple, pour commencer avec eux, est clairement dans le truc. Gabriel Attal, le 27 avril, il a dénoncé une idéologie venue d'outre-Atlantique. Les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue
d'outre-Atlantique. Alors c'est intéressant parce que quand on parle du wokisme ou des gender studies, le fait que les Américains nous envoient toutes leurs bouses façon McDonald's, ça dérange personne. Mais là, c'est vrai que là, c'est très grave. Là, quand ça vient déjà d'outre-Atlantique, bon, quand il s'agit de se sentir table basse ou flaque de couleur, il n'y a pas de problème. Mais pour ce genre de mouvement plus pacifiste, là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Donc voilà, Gabriel Attal. Pour vous dire un petit peu les forces en présence, on a la France Insoumise, bien évidemment, qui s'est imposée sur place comme la force politique qui voulait représenter le mouvement des étudiants. Donc la France Insoumise, dans la grande majorité de ses têtes d'affiche, soutient l'engagement des jeunes, mais bien sûr en profite comme un argument électoral au moment des européennes. C'est de la politique, d'aucuns parleront de récupération, mais c'est ça exactement la politique, de parler de ce qui se passe dans la cité avec un C majuscule, et donc de fait récupérer les sujets proches de ces engagements. Tout le monde fait ça, c'est la vie. Je suis bien d'accord avec la grosse. On y reviendra sur le rôle de la France Insoumise, évidemment, qui est loin d'être parfait. On en reparlera dans quelques minutes. De l'autre côté de l'échiquier, on a, je vous le dis, tout le monde est dans son rôle, dont le RN, qui veut se faire plus blanc que blanc, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est marrant. Qui veut se faire plus normal que normal. Alors, ils veulent être du bon côté jusqu'à la caricature. Je vais vous montrer tout à l'heure une séquence. Enfin bref, l'idée de se positionner face à un supposé islamo-gauchisme où tous les gens qui défendent la Palestine, on essaie de les caricaturer. Tout comme les gens qui s'en prennent à la politique d'Israël aujourd'hui, qui sont contre la politique sioniste, on va en faire des antisémites. Donc, on est vraiment dans une extrapolation du débat, dans une extrapolation des forces en présence pour caricaturer, empêcher toute pensée, extrémiser les débats et être dans la situation dans laquelle on est. On va revenir sur tout ça en fonction de l'actualité partie par partie, mais pendant ce temps, on a eu Emmanuel Macron qui nous a fait son grand discours Sorbonne 2. Voilà. Non, parce qu'il y avait eu Sorbonne 1 en 2017, puis c'est comme les mauvaises sagas, si tu veux. Tu sais, t'as eu par exemple les Bronzés 3. Bon, ben là, c'est la Sorbonne 2. C'est-à-dire le scénario, c'était de la merde pareil. Mais là, c'est le président de la République. Donc c'était le 25 avril. Alors bon, on pense évidemment à cette citation de Kaamelott, faut que vous arrêtiez de dire des trucs. Parce qu'on est vraiment là-dedans. Déjà, Emmanuel... je ne sais pas les liens qu'il a avec Pierre Palmade, qui fournit qui, pourquoi, comment, mais quand on arrive à déclarer cette ère où l'Europe achetait son énergie et ses engrais à la Russie, faisait produire en Chine, déléguait sa sécurité aux USA, est révolue. Cette ère où l'Europe achetait son énergie et ses engrais à la Russie, faisait produire en Chine, déléguait sa sécurité aux États-Unis d'Amérique, est révolue. Et donc, nous avons commencé des changements profonds. Pour en arriver à dire ça, c'est qu'effectivement, t'es minimum en train de sniffer de la laque pour les cheveux. Et c'est pas tout, parce que moi, je pense sincèrement, plus ça va, plus je me dis qu'en fait, Emmanuel Macron va se lancer dans le stand-up. Voilà, il y aurait eu Gad Elmaleh, Naïm, Emmanuel Macron en tournée. À mon avis, bientôt à Châteauroux, parce que il nous a dit il faut bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est pas le vassal des États-Unis. Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique. Alors effectivement, l'Europe n'est pas le vassal des États-Unis, elle en est la prostituée. Donc non mais voilà, je suis complètement d'accord avec lui, mais il manquait un bout de la phrase, parce que le vassal a encore un petit peu de respect, c'est-à-dire que le roi lui fout l'épée sur l'épaule, vas-y, bravo, défends le royaume, voilà. Non, là, les États-Unis, c'est pas l'épée qu'ils nous mettent sur l'épaule, je t'assure. Et puis sinon, en coulisses de ce grand discours d'1h30 où Emmanuel Macron a parlé globalement tout seul, et il a répondu aux questions d'Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron se posait avec les arguments d'Emmanuel Macron, bref. Pendant ce temps, l'ambiance classique avec les CRS qui foutaient sur la gueule de tous les gens qui voulaient gêner la déclaration. Allez-y, allez-y. Alors, c'est vrai que ce qui a été un petit peu moins médiatisé, on a appris ça dans le Figaro du 27 avril, il y a eu un sondage, alors c'est pas l'institut de sondage juste milieu, là c'est des vrais qui sont payés bien plus cher, qui nous disait que 67% des Français n'ont pas entendu parler de l'allocution. Pourtant, il a parlé longtemps. Je veux dire, quand tu parles 3 semaines, c'est que normalement, à un moment donné, les gens vont dire « Tiens, qu'est-ce qu'il fait lui ?» Il est en train de parler. Et là, non, tout le monde s'en branle en fait. Voilà, il n'y a que les médias pour vous dire non, il a fait des déclarations super importantes, tout le monde s'en cire. Mais vraiment dans les grandes dimensions, ça devient même assez gênant. Ça devient même assez gênant. Et en parlant de gênance, on va attaquer l'actualité partie par partie. Et c'est Bruno Le Maire. À Bruno Le Maire en festival. On fire sur LCI le 28 avril. Là, vraiment... Lui aussi, je pense qu'en vrai, finalement, je vous ai dit une connerie. Il y aura eu Chevalier et Las Palais, il y aura Macron et Le Maire. Il a pété mon bic. Mais ouais, j'ai pété son bic, moi, non d'être là.
Parce que c'est pas possible autrement. Je pense que c'est Titoff qui a écrit leur sketch. C'est pas possible. Il nous a déclaré sur LCI, alors pêle-mêle, hein, concernant le budget insincère. Vous savez, parce qu'il y avait un décalage de 20 milliards. 20 milliards, tu peux acheter 2 Mbappé quand même. Et Bruno Le Maire a dit « Je veux comprendre pourquoi il y a eu cet accident de 20 milliards d'euros sur l'évaluation des recettes. » Il y a eu un accident sur les recettes en 2023. J'ai écrit à mes administrations pour comprendre ce qui s'est passé. Je suis le chef de cette administration, je porte la responsabilité, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Alors déjà, Bruno Le Maire veut comprendre. Première fake news. Tu vois, c'est la première séquence, parce que pour comprendre, il faut être équipé. Tu montes pas un meuble avec une fourchette et une cuillère. Voilà. Et donc là, Bruno Le Maire veut comprendre, on peut s'arrêter là. Mais c'est pas fini, parce que 20 milliards, c'est un accident. On continue. Il nous dit, hein, la politique de Marine Le Pen serait économiquement, financièrement, culturellement, une catastrophe pour notre pays. La politique de Marine Le Pen serait économiquement, financièrement, culturellement, une catastrophe pour notre pays. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a la catastrophe sans avoir Marine Le Pen au pouvoir. Voilà, Non mais la différence est fine, parce que je sais que les gens, ça fait 20 ans qu'on leur dit attention, l'extrême droite, c'est le recul des libertés, les violences policières, la catastrophe économique, bon bah voilà. On a tout ça, mais on n'a pas l'extrême droite au pouvoir. Tu vois, c'est comme si toute la journée on te prévient, on te dit ouais, allez chez le proctologue, ça fait mal, on te met un doigt dans le cul, mais t'es chez ton boulanger. D'accord, oui. Et puis toujours concernant Marine Le Pen, hein, parce qu'il voit bien que l'épouvantail de l'extrême droite au pouvoir, des chemises brunes et du retour des années 30 ne marche plus sur le peuple, Bruno Le Maire nous dit « Le programme économique de Marine Le Pen est un programme communiste. » Mais leur programme est un programme de type communiste. Le programme de Marine Le Pen, je le dis à tous ceux que j'entends, parfois, vous savez, vous rencontrez des patrons qui trouvent drôle, sympathique, amusant de vous dire, dans le fond, Marine Le Pen, pourquoi pas? Je dis, mais attention, le programme économique de Marine Le Pen est un programme économique communiste. Voilà, hein, j'ai pas de blague. D'ailleurs, la meilleure blague arrive. Le 29 avril, à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire toujours nous dit « Oui, il y a eu un accident de recette en 2023, je le reconnais bien volontiers. » Alors oui, il y a eu un accident de recette en 2023, je le reconnais bien volontiers. Oui, il ne doit pas se renouveler, mais n'essayons pas de confondre un accident sur une année avec 7 années dans lesquelles nous avons tenu nos objectifs de déficit. Voilà. Hein, Non, il nous prend pour des cons. Mais non, je pense qu'en fait, le côté dilatation du renflement brun, c'était juste pour nous prévenir de ce qu'allait arriver économiquement. Les gens n'ont pas saisi le truc. Ils se sont dit, ah, c'est de la grande littérature, bon, il a que ça à foutre, mais voilà. Mais en fait, non, c'était une sorte de Nostradamus du fion, si tu veux. Voilà, il nous a prévenus. Il nous a dit, attention, ça va dilater fort. Bon, ben voilà, il l'a écrit, faites pas les étonner. Hein, je veux dire, c'est un accident. Hein, dans les prévisions, un écart de 20 milliards. Sous Macron, plus 1000 milliards de dettes publiques. 1000 milliards de 1000 sabords. Non, 1000 milliards de quoi qu'il en coûte. Ferme ta gueule. Et sinon, François Bayrou, également autre humoriste, qui monte en ce moment sur LCI, toujours, hein, le 28 avril, nous a dit « L'arme nucléaire est faite pour défendre les intérêts vitaux de la France. Et les intérêts vitaux de la France, aujourd'hui, c'est l'Europe. » Mais cette capacité, elle est faite pour défendre les intérêts vitaux de la France. Et les intérêts vitaux de la France aujourd'hui, c'est l'Europe. Il peut se passer, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un gouvernement français, des dirigeants français décident que une menace sur l'Europe est une menace contre la France. Du côté du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella hein, qui brille par sa stratégie du slalom. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle stratégie, vous le savez, Marine Le Pen jusqu'à présent hein, avait adopté la stratégie famille bélier, hein, moins elle parle, plus elle monte dans les sondages. Alors Bardella c'est autre chose, il parle, mais il parle peu. Il parle peu, et dès qu'on lui pose des questions, il se casse. Il fait des conférences de presse, au moment des questions, il se tire. Parce qu'il a dit, il était fatigué. Je vous remercie. Et je vous laisse entre les mains expertes de notre directeur de campagne, qui répondra à toutes vos questions. Et donc, sinon, bon, il réclame une dissolution de l'Assemblée nationale, hein, si, je cite, hein, c'est dans le Parisien du 26 avril, si la liste d'Emmanuel Macron devait perdre cette élection. Voilà. Alors, on voit pas le rapport. Vraiment, Darmanin a plus de rapports, notamment non voulus, avec les questions économiques. Mais là, Bardella, on voit pas le... Si le RN gagne les élections européennes, bah, en fait, ils veulent une dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis sinon, hein, comment Marine Le Pen a réussi à flinguer la campagne de Bardella en une déclaration.
Ah vraiment, ça fera date. Ça fera date dans les écoles. Déclaration qui n'a pas trop été relayée dans les médias, curieusement. Elle était en déplacement à Mayotte à la fin du mois d'avril. Et Marine Le Pen nous a dit, elle a évoqué la chance, je cite, des habitants de Gaza d'avoir des réseaux d'eau. J'ai vu, au bénéfice du conflit israélo-palestinien, que l'Union européenne avait financé le réseau d'eau à Gaza. Ils ont de la chance. C'est dommage qu'ils en aient fait des lance-roquettes, mais ça c'est autre chose. Voilà, cette séquence, vous ne l'avez sûrement pas vue. C'est curieux, parce que si ça avait été médiatisé, là tu te doutes que la campagne de Bardella, la tuile, tu vois. Mais ça va. Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Bardella, bon, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, mais quand tu vois les autres pingouins dans son équipe, il est pas aidé quand même. Ah, il est pas aidé. T'as eu Julien Audoul sur France Info le 30 avril, lui nous a dit... Ces gens se foutent des morts à Gaza, donc concernant les manifs à Sciences Po, ils ne savent même pas ce qu'est la Palestine. On a affaire à des minorités d'adorateurs du Hamas. Ce qui se passe dans les grandes universités, dans les grandes écoles françaises est scandaleux. On a affaire à des minorités d'adorateurs du Hamas, on a affaire à des séditieux qui veulent gangréner ces institutions avec une idéologie nauséabonde qui est celle de l'antisémitisme et de l'islamo-gauchisme. Le RN, hein, certains personnages du médiatique du RN me passionnent en ce moment parce que les mecs chialent depuis 30 ans sur le fait qu'on caricature l'extrême droite en France, qu'on les accuse de tous les maux, et ils chialent là-dessus en disant c'est n'importe quoi, ils se normalisent et ils font exactement pareil sur leurs adversaires. C'est extraordinaire d'être autant bête. En parlant d'idiot du côté des Républicains, c'est Éric Ciotti qui nous a lâché le morceau dans l'opinion du 26 avril. Il nous dit « Il faudra réfléchir à une forme de privatisation de la SNCF. » Voilà. Oui, n'oublions pas que la droite, c'est aussi ça. Hein. Éric Ciotti, on est sur un croisement entre Docteur d'Enfer et Margaret Thatcher. Voilà. Donc, au moins, c'est clair. Au moins, voilà, c'est assumé et ça donne des pistes à ce que le gouvernement n'avait même pas encore envisagé. Donc, c'est l'avantage des Républicains. Et il nous dit également, hein, et parce que le gouvernement bâtit des budgets insincères, la crédibilité de sa parole est altérée elle aussi. Voilà. Bon, ils avaient voté le budget, ils font une espèce de menace de motion de censure comme depuis 1 an et demi, hein, qui ne passera jamais, mais ils essaient de peser encore un petit peu, quoi. Les Républicains, c'est un homme tronc qui te provoque au bras de fer. C'est rigolo. Du côté de la France Insoumise, alors on en a parlé hein, en début d'épisode, on va revenir un petit peu là-dessus avec quelques éléments d'analyse. Ces derniers jours, vous avez vu, hein, depuis la censure du discours, enfin de la conférence à l'Université de Lille, on a eu la convocation en justice de Rima Hassan et Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, donc ce qui est vraiment une atteinte aux libertés d'opposition, aux libertés d'expression, une atteinte gravissime. On a eu tout ça, et c'est vrai que ce qui est fou avec la France Insoumise, et je fais le même constat que l'année dernière, c'est qu'ils soulèvent de vraies questions par moment, ils sont dans des situations qui posent de vrais problèmes, notamment la convocation à la police hein, de Rima Hassan et Mathilde Panot pour apologie du terrorisme, vous rendez-vous compte. Mais le problème de la France Insoumise, c'est que très souvent, ils apportent les mauvaises réponses et les mauvais comportements. On a parlé la semaine dernière de la comparaison entre Eichmann et le président de l'Université de Lille. On voit hein, les députés de la France Insoumise qui ont fait le SAV dans les médias en disant « Non, non, il n'y a jamais eu de comparaison, vous n'avez pas compris ». Comme d'hab, hein, c'est-à-dire que Mélenchon ou ses sbires font des provocations en sachant très bien, parce qu'ils sont intelligents et qu'ils maîtrisent la machinerie médiatique, en sachant très bien l'effet que ça va créer. Et derrière, ils essaient de faire rentrer des carrés dans des ronds en expliquant aux gens que non, ils n'ont jamais dit ça, alors que leur intention était précisément qu'on leur demande s'ils avaient dit ça. Donc c'est assez ridicule de s'enfermer dans ce genre de polémique, alors qu'ils soulèvent de vraies situations en France. Mais au moins, ce qui est intéressant dans cette séquence, et après chacun choisira hein, pour ou contre, d'accord ou pas d'accord, vous connaissez la maison, c'est le juste milieu. Ce qui est intéressant, c'est que au moins la séquence que nous vivons a le mérite de faire émerger des partis pris idéologiques et médiatiques sidérants. En témoigne l'interview de Louis Boyard chez Apolline de Malherbe le 30 avril. Et vous savez, c'est le juste milieu. Louis Boyard, je peux pas le piffrer hein, en tant que tête médiatique de la France Insoumise. Je parle pas de l'homme, je parle de son rôle politique et médiatique. Mais il faut reconnaître qu'il a été très bon dans cette séquence face à Apolline de Malherbe. Alors, tu me diras, bon, Apolline de Malherbe, tu joues au tennis contre Gilbert Montagnier. C'est sûr que c'est pas non plus la plus belle des victoires, mais c'est déjà ça. L'ayatollah Khomeini qui vous prend en modèle, comment vous le vivez? Alors, Viktor Orban, par exemple. Comment Non, mais attendez, je vais vous répondre. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, lui, il soutient le gouvernement israélien. Est-ce que vous allez attraper la veste de Gabriel Attal pour lui dire « Alors, monsieur Attal, vous êtes sur la même ligne que monsieur Orban ?» Vous mettez l'ayatollah Khomeini sur le même plan? Je n'ai ni de la sympathie pour l'ayatollah, ni de la sympathie pour monsieur Orban. Et il a été très bon pour mettre en lumière le parti pris idéologique de certains journalistes, y compris Apolline de Malherbe, qui lui a fait passer plus ou moins qu'une audition de police, c'était assez dingue. Et Louis Boyard a répondu et a mis en évidence le fait que la plupart des manifestants aujourd'hui qui soutiennent la Palestine soutiennent surtout la paix et un
un cessez-le-feu et que la caricature des débats ne fait rien avancer d'autre, si ce n'est que la scission de nos sociétés. Putain, c'est bon ça! Du côté du Parti Socialiste, c'est toujours encore Raphaël Glucksmann, encore et toujours sur BFM le 26 avril, concernant la GPA, parce que c'est le nouveau sujet, on va en parler bientôt, vous inquiétez pas, notamment dans la boîte noire, les amis. Vous savez, c'est notre plateforme qu'on a développée, plateforme privée, où on peut traiter tous les contenus que l'on veut, parce que là, ça devient chaud. Vous doutez bien, en ce moment, on voit sur Twitter, on a vu sur YouTube, ce que je vous racontais, des abonnements automatiques, on voit sur Twitter, on a vraiment le couvercle qui est mis sur certains comptes, hein. Regardez ce qui se passe du côté de Zoé Sagan et compagnie. Sur Juste Milieu, on suspecte un petit peu des trucs comme ça. Bref, qui veut la paix prépare la guerre. On a développé notre plateforme, petit abonnement mensuel, on fait plein de vidéos là-dessus. On va commencer petit à petit à migrer gentiment. Donc n'hésitez pas, lien en description si vous voulez découvrir l'aventure. On reste groupir. Mais je vous disais, donc Raphaël Glucksmann qui a parlé de la GPA, c'est l'un des sujets chauds du moment. Elle a dit, quand elle n'est pas commerciale, je suis pour. Moi, je pense que la GPA, quand elle n'est pas commerciale, je suis pour. La GPA commerciale, je suis contre. Voilà, donc ça veut dire que... Comment vous distinguez, comment vous arrivez à savoir... c'est quand il n'y a pas rémunération. Alors, c'est vrai que bon, tu vois, je peux pas faire un développement, c'est pas le sujet de la vidéo, on va en parler bientôt, mais est-ce qu'on peut avoir les statistiques des GPA qui ont été réalisées à travers le monde par pure charité ? À titre gratuit, voilà. Parce que le jour où les bourgeoises porteront les enfants des prolétaires, on en reparlera concernant l'aspect caritatif des GPA. Et sinon, Anne Hidalgo, le 27 avril, nous a expliqué les vraies raisons de pourquoi les gens ne l'aiment pas. C'est à tomber par terre. Peut-être que pour être populaire aujourd'hui, il faudrait être très réactionnaire, très antidémocratique et très corrompu. Moi, je préfère ne pas être populaire, mais rester quand même aligné avec mes valeurs. Et puis sinon, du côté de Reconquête, c'est la grande annonce du moment avec Sarah Knafo, Madame Zemmour, qui est arrivée dans le Figaro du 27 avril, qui nous a expliqué que ça y est, elle était en 3e place de la liste de Marion Maréchal aux européennes. Alors, on est sur du classique. C'est vrai que pour ceux qui ont vu dans Reconquête vraiment l'émergence d'un nouveau parti politique, d'une autre manière de faire de la politique, bon bah là, on a une femme qui est en couple avec le taulier qui arrive, et en plus, bon, une énarque, le moule classique, tout va bien. Vraiment la bourgeoisie parisienne, l'entre-soi, enfin, on est là-dedans. Alors, le discours est le même que Zemmour, l'Europe c'est pas bien, la civilisation est menacée, l'islamisme qui rentre par toutes les portes de l'Europe, mais on reste dans l'Europe. Voilà. Sarah Knafo nous dit « L'Europe que je défends, c'est celle des Européens, une Europe libre, moderne, prospère, cultivée et sûre d'elle. » Alors, sur BFM TV, il faut quand même saluer le 28 avril, elle était face à Benjamin Duhamel, alors là encore, un concours de fléchettes contre Ray Charles, et elle lui a renvoyé quand même un petit taquet à celui qui voulait la piquer en disant oh, « quand même, vous faites de la politique en couple ». Je le disais en introduction, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi ? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. C'est malin, mais il faut réfléchir un petit peu quand même. Parce qu'elle avoue clairement que oui, effectivement, elle fait de la politique en couple. Donc on est toujours dans l'entre-soi, on est toujours dans ces mécanismes de la politique d'avant, que l'on devait abandonner, dixit Emmanuel Macron. Mais l'autre élément d'analyse qui est intéressant concernant Reconquête, on verra dans les semaines et les mois à venir si c'est le cas, mais est-ce le début de la fin pour Marion Maréchal? Parce qu'on a quand même cette volonté, on dirait, du côté de Reconquête, d'éclipser petit à petit Marion Maréchal, jugée trop tendre à l'égard du RN et ennemi électoral direct de Reconquête. On a l'impression que Sarah Knafo vient muscler la ligne, vient muscler les différences avec le RN et petit à petit mettre à l'ombre Marion Maréchal. On verra, mais je crois qu'il faut s'arrêter sur ce qu'avait dit Sarah Knafo dans la séquence BFM. Elle dit « Notre duo donne une force inouïe ». Donc on a vraiment l'impression d'un couple qui se hisse à la tête du parti, qui va éclipser la tête de liste aux européennes. Il n'y a pas de mélange des genres? Il n'y a pas de mélange des genres. Je vais même vous dire, je pense que notre duo nous donne une force inouïe. Et c'est à nous d'être justement assez forts pour toujours éviter le huis clos, pour éviter de s'empêcher de se dire les choses. Mais je pense que vous pouvez le comprendre, l'omerta, c'est pas tellement le genre de la maison. Affaire à suivre, mais ça bruisse, paraît-il, du côté du tout Paris politique, sur un éventuel retour de Marion Maréchal au RN, ce qui ferait un ticket Bardella-Maréchal, pour trahir peut-être Marine Le Pen, donc un ticket dans un autre parti satellite du RN. Affaire à suivre, mais vous l'aurez entendu ici. Et les amis, on va finir comme d'hab avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, pendant qu'il se passe tout ça, notre Churchill en culotte courte est allé jouer au football. Oui, le 25 avril, on amusait l'enfant roi dans un match de charité. Bon, alors sa maman est venue le chercher à la fin, elle lui a dit « Maintenant, tu vas faire tes devoirs, faut faire la guerre. » Kylian Mbappé portera le numéro 8, Wilfried Mbappé. Le numéro 9, l'un des plus grands attaquants africains, Samuel Eto'o.
Et puis c'est vrai qu'on a eu cette séquence, alors bon, moi sincèrement, j'écrivais à Kim Jong-un hier sur Snapchat, j'ai écoute Kim Jong, tu trouves ça normal? Il m'a dit non, il m'a dit franchement non. Il a dit j'aurais pas osé. Alors je vous le traduis pas en nord-coréen parce que j'ai quelques bases, mais la séquence du penalty d'Emmanuel Macron. Pour la team Jagou. C'est gênant, hein. C'est gênant. Bah ça, c'est la démocratie. Hein. Allez voir en Corée du Nord si c'est mieux. C'est juste que le billet est trop cher. Mais voilà, les amis, en tout cas, ce qu'il en est pour ce 147e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le plus important. N'oubliez jamais, on garde la banane. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.